Sacha, je suis trop contente de faire cette interview aujourd'hui avec toi. En plus, tu vas bientôt passer à la France en incroyable talent. Tout à fait. Moi, je veux des petites anecdotes. Bien sûr, il y en a beaucoup. Et déjà, j'avoue que j'aimerais bien pour commencer que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. J'avoue que je te connais depuis que je suis toute petite, mais Salut tout le monde, je m'appelle Sacha Crespi. Comme vous l'entendez de mon accent, je ne suis pas du tout français. Je suis à moitié iranien, perse, à moitié italien. Et j'ai commencé la magie en France à l'âge de 11 ans, quand mes parents se sont séparés et je ne parlais pas du tout français. Et la magie était une manière de me concentrer, de canaliser toute mon énergie, de rester hors des rues, parce que très, en fait, j'ai tout de suite découvert que l'enfant s'adapte à l'environnement. Et le moment que je suis arrivé en France, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues en Italie. Et donc, c'était important pour moi d'avoir une bonne voix. Et la magie m'a tenu dans la bonne voie. C'est super de parler avec vous chez Magic Dream, parce que Magic Dream était le deuxième magasin de magie que j'ai visité, mais sans doute le plus important magasin de magie de ma vie. Je passais tous les week-ends chez Magic Dream. J'étais la mascotte de Magic Dream pendant plusieurs années. Je suis sûr qu'il y a deux, trois personnes qui sont en train de regarder, je les salue, qui se rappellent de moi en tant que petit garçon de 13 ans qui parlait à peine français. Je traînais toujours chez Magic Dream et voilà, quand il y avait encore Clément. Euh, voilà, le style de là-bas à magie. l'époque où Clément était vendeur. Clément était vendeur, oui, Et oui, oui. non, incroyable. Oui. Salut à Clément, c'est le thème. Ah, c'est incroyable. Bah moi, je l'ai pas connu en tant que vendeur, tu vois. Mhm. C'est Il y ouf. avait Clément, il y avait Max avant qu'il soit vendeur. Ah, Très, t'as très. connu Max avant qu'il soit vendeur chez Magic. Oui, 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 oui. Oh, c'est J'ai fou. même fait un stage chez Magic Dream, puisqu'en France, pour avoir le brevet des collèges, il faut faire un stage de travail. J'ai fait un stage chez Magic Dream. Ok, d'accord. Ouais. Incroyable, je savais pas tout ça. En réalité, comment tu l'as découvert, cette passion pour la magie? Comment t'as découvert ça? Je pense que je n'ai pas de talent dans la magie. Je pense que il y a des gens. Alors, je n'ai toujours pas connu quelqu'un qui est super talentueux, est né avec du talent. Je pense que souvent on pense que la passion c'est quelque chose d'immédiat. Pour moi, la magie c'était une curiosité. J'ai commencé sur YouTube. J'ai commencé avec des petites vidéos sur des mélanges de tours de magie et de science et des, comment on dit ça, genre pranks ou des challenges, de cinnamon Ah, challenge, de ketchup challenge et des tours de magie avec des cartes. Et très rapidement, disons que la curiosité est devenue un tout petit peu plus qu'une curiosité. Et au fur et à mesure des années, cette curiosité s'est transformée en passion. Et maintenant, c'est une dévotion. Et en plus, c'est mon travail à plein temps. Donc voilà, j'ai commencé sur YouTube. Et juste une petite anecdote pour mes amis qui écoutent, qui sont jeunes. C'est bien de commencer sur YouTube, mais le problème, c'est que les gens qui vous apprennent sur YouTube ne savent pas comment bien faire les tours de magie. Donc, comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de livres de magie. Et dans mon école de magie qui est à Las Vegas, ils disent The true secrets of magic are hidden in books. Donc, à mon avis, c'est bien de commencer sur YouTube, mais très rapidement, il faut s'éloigner et apprendre des livres ou avoir un mentor comme toi, Clarisse, Bernard Billis quand même, c'est pas mal. oui, c'est vrai. Mais toi aussi, t'en as eu des mentors. J'en ai eu. Je dirais que David Stone était un mentor très important. C'est quelqu'un que j'ai connu vers l'âge de 13 ans. Alors, je veux être clair, je n'ai pas passé des mois avec lui. Euh, Son influence était vraiment condensée en un soir. On a passé une soirée ensemble avec ma maman Stone chez lui, à la butte aux Cailles. Mais on a passé des moments tellement intenses dans cette soirée, au moins pour moi. C'était le même soir qu'on a découvert que ma grand-mère était à l'hôpital. Donc, en plus, il y avait ce niveau d'intensité. Mais voilà, j'étudiais déjà le travail de David Stone, mais on a passé cette soirée ensemble, j'ai appris tellement de choses. Donc David Stone, Clément Blouin, qui était un peu comme un grand frère, un peu un connard. Ciao Clément. Un grand, like a bully friend, mais en même temps quelqu'un que j'aime profondément, c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Les French Twins, mes frères dans la magie, on a commencé ensemble. Et on faisait de la magie à Beaubourg. Il faut que je remercie Alexandre Benbayen aussi, qui est
il n'est plus magicien, mais c'était un jeune magicien qui avait une petite compagnie qui s'appelait les Jeunes Magicos. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des petits spectacles. Et maintenant, sans doute, mon mentor, le mentor que je cherchais depuis longtemps, c'est Jeff McBride. Et Eugene Burger, tous ces livres sont là. Ça, c'est tous les livres de mon école de magie, McBride's Magic and Mystery School. Et voilà, je crois beaucoup dans les mentors. Je pense que si vous voulez faire le prochain pas exponentiel dans votre magie, trouver un bon mentor, c'est fondamental. Ok, d'accord. Incroyable. Du coup, Ouais. tu as commencé la magie à 13 ans, tu as eu plein de mentors. À 11 ans. Ah ouais, Mhm. ok. Ok. Et maintenant, c'est ton métier. Oui, Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer d'un hobby à un métier? ouais, bah, la vanne que je. Alors, souvent, les gens me demandent ça, les non-magiciens, et la vanne que je dis, c'est ouais, à 16 ans, je me suis dit, il faut que je sois réaliste, il faut que j'ai un travail, donc j'ai choisi magicien. La vérité, c'est qu'il y a un concept dans la philosophie japonaise qui s'appelle l'ikigai, qui est en fait le point d'intersection de ta passion, ce qui est bon pour le monde, ce qui te nourrit. Donc, la magie est un peu mon ikigai. Et ce qui m'a donné envie de faire de la magie à plein temps, Mhm. c'était surtout, j'ai jamais eu envie d'être un magicien professionnel, c'était vraiment pas mon désir, mais je me suis demandé à un certain moment, qu'est-ce qui est bon pour le monde? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me permet d'apprendre? Et qu'est-ce qui est fun et sustainable? Qu'est-ce que je peux faire à long terme? Et ce que j'adore de la magie, c'est que c'est un art extrêmement complexe. Pas seulement le côté technique, mais aussi le côté philosophique. Mon école de magie s'intéresse beaucoup dans la philosophie de la magie. Il y a le côté artistique, il y a le côté historique. Donc la magie est un art qui m'a nourri profondément, intellectuellement et socialement. Et donc je me suis dit, c'est quelque chose qui me donne beaucoup. Et donc je vais continuer et voir si je peux en faire un travail. Et c'est un magnifique travail. Très difficile, mais c'est pour ça qu'il est magnifique. J'avoue, j'avoue. Et tu parles de ton école de magie, mais c'est une école de magie. Où ça? Et laquelle? Parce Oui, que... bien sûr. Alors, il y a plusieurs écoles de magie dans le monde. Pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y a l'école de magie d'Espagne, qui est basée sur le travail de Arturo de Ascanio. Alors, la magie d'Espagne est là. Ah, tu les as Euh, classés par pays un peu? entre autres, par style. Il y a l'école de magie espagnole, il y a l'école de magie dans l'Afrique du Sud. Mon école de magie est à Las Vegas. C'est un endroit spécifique qui s'appelle McBride's Magic and Mystery School, qui a été créé autour de la philosophie d'un magicien américain qui s'appelle Eugene Burger. Oui. Et quand Eugene est passé, son élève qui a créé l'école, Jeff McBride, a continué l'école. Et donc, c'est une école qui a une philosophie de la magie assez différente. Elle croit que la base de la magie, des tours de magie, sont le chamanisme. Et elle considère la magie un art extrêmement profond pour communiquer n'importe quoi. Et donc, disons que si je devais décrire l'école de la magie de McBride en deux mots, ce serait magic and meaning, la signification. Et donc, on utilise beaucoup de meaningful magic pour avoir des expériences puissantes, pour partager des expériences puissantes. Tu as ton école à Las Vegas, et là, t'es où? T'es en Italie? Je suis dans le sud de l'Italie, je suis chez moi, oui. Ok, d'accord, ouais, tu voyages beaucoup. Je voyage énormément, oui, énormément. J'aimerais bien voyager un tout petit peu moins, et donc c'est la prochaine étape dans ma carrière, je pense, c'est de, comme Hofzinser, comme Jean-Eugène Robert-Houdin, j'aimerais bien trouver une magnifique, pas nécessairement une salle, mais un endroit où je peux faire mon expérience de magie intimiste plusieurs fois par semaine pour que je puisse voyager de moins en moins, parce que je voyage beaucoup. Et c'est trop bien. Et du coup, ton lieu intimiste, c'est... Toi, c'est quoi ton style de magie? Enfin, moi, je sais, mais les gens ne connaissent peut-être pas. C'est plutôt quoi? Le mentalisme, la scène, le close-up J'ai commencé avec des tours de magie, des tours de cartes. Je suis très rapidement allé vers le mentalisme super puissant. J'étais vraiment concentré sur le mentalisme le plus puissant possible. Donc, je pliais des pièces, je révélais des codes de cartes bleues. Et très rapidement, pas très rapidement, après, je suis allé vers un style de mentalisme qui était un peu plus poétique, surtout quand des mentalistes comme Peter Turner sont venus sur la scène.
Et après, j'ai fait du close-up, et après, j'ai fait un tout petit peu de scène. Donc, disons que maintenant, j'ai un style de magie qui peut être décrit en un mot, contexte. Ma magie est contextuelle et je cherche toujours des contextes qui ne sont pas un spectacle de magie ou introduire ma magie. Les clés de ma magie sont les rituels. Donc, j'essaie de créer des petits rituels très poétiques. Si vous êtes intéressé un peu dans la magie un peu ésotérique, c'est des rituels psychomagiques, qui est un art de Alejandro Jodorowsky. Donc, des rituels, de la poésie, des tours de magie et de l'éducation. Donc, l'éducation, c'est parce que je pense que tout est, en anglais on dit entertaining. Everything is entertaining. Your telephone is entertaining, les oiseaux sont entertaining, ton cerveau is entertaining. Et donc j'ai compris que je voulais pas seulement que ma magie soit entertaining, je voulais qu'elle soit inspiring et aussi educational. Donc ma magie est vraiment recherchée et à travers toutes mes expériences de magie, j'essaie de partager la vérité à travers l'art de l'illusion. Je veux que mes expériences touchent le cœur, ouvrent le cerveau, mais surtout te nourrissent. J'essaie d'avoir une expérience qui nourrit. Donc, c'est peut-être pas très spécifique comme réponse, mais si vous voyez des photos de mes performances, vous comprendrez que c'est une assez bonne manière de le décrire. Ok, incroyable. Moi, ça n'a rien à voir, mais quand j'étais toute petite, j'avais peut-être, je sais pas, aussi 13 ans, et j'allais chez Magic Dream, donc toi, t'étais plus grand que moi. Euh, Bah, je crois que je t'avais croisé 2, 3 fois et j'avais adoré ta magie. Ensuite, je crois que t'avais déménagé, Oui, t'es parti. Du coup, j'avais trop le seum parce que du coup, on pouvait plus faire de jam dans la boutique. Et ensuite, j'ai commencé à faire un stage chez Magic Dream. Donc, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça, tu vois. Et, euh, et il me semble que quand on a déménagé, parce qu'on a déménagé les bureaux de Magic Dream, et bah t'avais laissé un livre dédicacé chez Magic Dream. Je crois que c'était. Alors je me souviens plus exactement quel livre, c'était Lucas Perse, il me semble, Lucas Pers. ou peut-être Étienne Pradier. Peut-être. C'était un livre noir, Ok. ok? Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était marqué ton nom. Du coup, j'ai pris le livre et je l'ai lu entièrement. Et je l'ai trouvé incroyable, tu vois, parce que je me suis dit, mais non et tout, c'était un livre de Sacha, le livre était ouf. Du coup, j'avais bossé les routines à fond et j'espérais te revoir un jour. Après, je t'ai pas vu pendant des années. Mais du coup, maintenant, je m'en souviens plus des routines. Maintenant, on est amis. Dommage. Permets-moi une petite anecdote, ou peut-être juste un thème de conversation. Déjà, j'aimerais bien parler de la beauté de la magie, surtout des tours de magie. Il y a tellement de belles choses dans la magie, mais une des vraiment belles choses, c'est qu'elle nous lie. On est lié par notre amour, par la magie, par la curiosité, par la magie. Mais voilà, je pense que la magie est un art extrêmement généreux. Généreux pour le public, sans doute, généreux pour le magicien et généreux envers le monde. Et donc, voilà, juste un moment pour remercier la magie dans son infinie générosité. Et la deuxième chose que je voulais partager, c'est le pouvoir et la nécessité d'un endroit physique comme Magic Dream pour créer un bon environnement, un bon espace pour le partage de la magie. Parce que dans mon école de magie, on dit The best secrets in magic are whispered from student, from master to student, qui veut dire les plus grands, les plus importants secrets dans la magie sont chuchotés du maître à l'élève. Et Magic Dream, et tu sais jamais qui sera chez Magic Dream. Il y a toujours des légendes et souvent les légendes sont très discrètes. Ouais, j'avoue qu'on a de la chance d'avoir une boutique physique. Oui, Il n'y a pas beaucoup de magasins qui ont une boutique réelle. oui. Et donc nous, c'est vrai qu'on essaie de l'entretenir parce que on a cette chance de pouvoir rencontrer un grand nombre de magiciens, etc. Par exemple, moi, enfin, j'ai déjà ouvert la porte. Genre, il y a eu David Blaine, tu vois. Enfin, on a eu des gens incroyables. Maintenant, t'as Bernard Billis qui rentre comme ça, David Stone, et toi, t'es... Ok, trop stylé, tu vois. Et Blaine habite à 2 minutes de Magic Dream, il est vraiment proche. Oui, c'est incroyable. Alors, j'ai deux petites histoires de Blaine. Une est
avec mon ami Valentin Danville, excuse-moi, mais Magic Dream est lié. Déjà, j'ai demandé à Max, tiens, est-ce que Blaine, il passe souvent? Bah non, il passe presque jamais. Ah ok, bah, quand il passe, qu'est-ce qu'il achète? Il a acheté tous les loops. Il a acheté tous les loops du magasin. Donc ça, c'est juste une petite histoire. Mais permets-moi cette petite anecdote parce qu'elle est drôle. J'étais chez Magic Dream avec mon ami Valentin Danville, un très cher ami. Ciao Val! Et on est sortis et on s'est dit, allez, allons boire un café. Donc on est allé à un café, je me rappelle même pas du nom, mais pas loin de Duplex. Et on a dit, ouais, non, pas celui-là, continuons. Et donc on est allé plus loin, de l'autre côté du pont. C'était à 2-3 minutes de Magic Dream quand même. Et on s'est assis, on a sorti un jeu de cartes. Tiens, c'était peut-être même ce jeu de cartes. Et à un certain moment, on parle de Mnemonica et tout. Et là, je vois Valentin faire ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, il a peut-être vu une jolie fille. Donc je regarde. Juste assis à côté de moi, David Blaine. Et là, je dis, Mnemonica. Et Blaine se retourne. What do you know about Mnemonica? Et là, il regarde notre jeu de cartes. Oh, you're a magician. Et là, le mec s'anime. Et il était super généreux et aussi très, très étrange. J'ai des mémoires particulières. Il a mangé des œufs à la coque d'une manière super étrange. Et après, il a bu du café. Le café est tombé sur lui. C'est un mec chelou, mais une légende. Donc, merci Magic Dream pour cette rencontre. Pour cette anecdote incroyable, je savais pas du tout. Ouais. C'est grave drôle. Et c'est vrai que moi j'adore ton style de magie parce qu'il est vraiment très poétique. Et je me suis toujours posé cette question, comment tu as eu cette idée, en fait, comment tu es parti dans cette voie d'avoir ce style-là qui est propre? Parce qu'en général, tu vois, quand on est magicien, t'es magicien, tu t'achètes un trou dans les boutiques de magie et tu le fais, tu vois. Ouais. Et toi, non, tu vas vraiment beaucoup plus loin. Et je trouve ça super intéressant. C'est une évolution. Quand j'ai connu les jumeaux, les French Twins, à 13 ans, j'avais un style vraiment différent. C'était plus un peu trickster. J'étais très enjoué, je voulais faire des vannes et tout. Et c'était vraiment, je prenais des risques sociaux. Un peu comme ce que Clément fait, mais je pense que j'étais légèrement plus extrême. Mais non, tu faisais ça? Ah ouais, je peux te donner un exemple. Je faisais un tour, basé sur un tour de John Armstrong, où je disais à quelqu'un, tiens, vois une carte, ou pense à une carte. Et là, je prenais un homme, je disais, tiens, mets ta tête ici. J'avais 13 ans ou 14 ans, mets ta tête ici. Non, viens. Ok, et ça pourrait être n'importe laquelle de ces cartes. Donc voilà, en fait, je faisais un peu je flirtais avec cet homme. Et là, je me retournais et le t-shirt avec dress code de Kalen Morelli, disponible chez Magic Dream, le t-shirt changeait, il y avait écrit avec une flèche, I think he's gay. Et donc, je faisais plein de trucs un peu risqués comme ça. Qui n'est pas du tout ta magie de maintenant, en fait, en vrai. On peut en parler, mais j'ai maintenu une partie dans mon spectacle ou dans mes expériences, parce que je ne fais pas vraiment de spectacle qui est le même à chaque fois, c'est un peu différent, où je permets cette partie de moi d'être exprimée. Donc, je mets la même casquette que j'avais à 13-14 ans, et je parle en fait du fait que j'ai commencé à parier. Donc, je pense que c'est important que, puisqu'on est tous des humains, et j'espère on est tous en train d'évoluer, c'est important de respecter notre évolution, mais aussi de permettre d'exprimer ces parties de nous qui ne sont plus là, dans des contextes bons. Donc voilà. Donc j'ai commencé avec ce type de style, après j'ai fait du mentalisme très sérieux et poétique. Et je pense que c'est quand mes valeurs ont changé que j'ai commencé à m'intéresser à une forme de magie plus poétique. Parce que je me suis dit, c'est un don que ces gens me disent oui, mes tours de magie. C'est vraiment un privilège que les gens me permettent de partager avec eux ma magie. Et c'est un privilège pour eux parce que je sais que je vais partager quelque chose de super beau, super fort, ou super cool. Et donc, je me suis dit que c'est important que je fasse de mon mieux et que je les laisse mieux que quand je suis arrivé. Tu vois, si quelqu'un est comme ça, je veux qu'il parte dans un meilleur état d'esprit. Et au fur et à mesure des années, je me suis intéressé de plus en plus à tout ce qui est poétique. Et c'est parce que je suis à moitié persan. Et l'Iran, la Perse, est vraiment le pays des poésies, ou un des pays des poésies. On a tellement de poètes, Hafez, Rumi, Saadi. Donc, voilà. En conclusion, je pense que c'est important de respecter sa propre évolution
euh, et aussi de permettre à nos vieilles parties d'être exprimées dans des bons contextes. Ok. Et donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai compris le pouvoir de la magie au fur et à mesure des années, je continue à le comprendre, et que la magie est à sa base philosophique, parce qu'on est en train de partager l'impossible. Donc oui, je peux te faire un tour de cartes cool, ou je peux faire un tour de balle en mousse cool, mais si tu vois la même chose à travers des yeux différents, tu comprendras que ce qu'on fait est vraiment profond. On n'a pas besoin de l'exprimer de manière profonde, mais moi je choisis au moins de mettre en lumière cette profondité. Et donc, de plus en plus, que j'approfonds mon amour et mon respect pour la magie, je trouve que ma magie devient de plus en plus poétique. C'est vraiment une question de respect et d'amour vers la magie. C'est incroyable, je trouve. En tout cas, j'aime énormément cette manière de penser. Merci. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, Sacha. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire La France a un incroyable talent? Comment ça s'est passé en fait? Pourquoi tu t'es retrouvé dans cette émission? C'est un choix. C'est un choix, c'est pas un choix facile. Écoute, plusieurs choses. Déjà, je voulais faire le prochain pas et je veux faire le prochain pas dans ma carrière. Donc, c'était quelque chose de pratique. Mon mentor, Jeff McBride, m'a dit plusieurs fois, fais un Got Talent. Stéphane Leschon, un autre de mes mentors, de mes amis, de mes supérieurs, je dirais, m'a dit, il faut que tu fasses de la télé. J'ai dit, tu fais de la télé, Stéphane? Non, jamais je n'accepte. Il m'appelle et je dis non, mais il faut que tu fasses de la télé, parce que Stéphane a fait beaucoup de télé. En fait, c'est une étape nécessaire. Les jumeaux, les French Twins, je les ai appelés plusieurs fois, est-ce que ça en vaut la peine? Ils m'ont dit, écoute, personne regarde la télé, pas beaucoup de gens regardent la télé, mais quand tu dis aux gens que j'ai fait de la télé, c'est une grande chose. Donc d'un côté, il y avait le côté pratique. D'un autre côté, je suis pratique, mais je suis aussi très sélectif. Parce qu'en 2022, j'ai eu l'expérience de faire Italia's Got Talent. C'était 9 mois de travail, c'était tellement chiant. Excusez mon français, mais c'est en France, donc j'ai le droit. Ils étaient tellement chiants, ils étaient tellement pas professionnels, ils étaient tellement pas respectueux. C'était des connards. Oups. C'est la vérité, les amis. J'ai des vidéos, j'ai des contrats et tout. Et donc, c'était pas une bonne expérience. Donc, le jour où ils m'ont demandé de signer le contrat, c'est une longue histoire, j'ai dit non, je vais pas travailler avec vous. Mais c'était bien informé parce que j'ai appelé l'ancien gagnant de Italia's Got Talent, qui est un magicien. J'ai dit, raconte-moi tout. Il m'a tout raconté. J'ai appelé Jeff, j'ai appelé tellement de personnes en disant, est-ce que ça en vaut la peine? Et donc, j'ai choisi de ne pas le faire. L'année dernière, Spain's Got Talent m'a contacté en disant, on adore ce que tu fais, on veut que tu viennes chez nous. J'ai dit, parfait, voici 3 numéros. Ils ont dit, on aime les 3, vas-y, fais-le en espagnol. Très bien, le même jour, j'ai envoyé une vidéo en espagnol, on t'adore, on va le faire. Ils m'ont plus contacté. Même, ils m'ont dit, ouais, tu vas le faire cette date, plus contacté, disparu, ghosting. Donc, ok. Et donc, je suis allé chez La France a un incroyable talent, j'ai fait l'audition et tout, online, avec beaucoup de recul, en me disant, s'ils me traitent mal, je vais pas le faire. S'ils sont pas professionnels, s'ils ont pas de respect pour la magie, je vais pas le faire. Et j'aimerais remercier la production parce que j'ai eu une très bonne expérience. La France a un incroyable talent, ils étaient professionnels, ils étaient respectueux, ils étaient disponibles, donc c'était une bonne expérience. Et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je suis rentré dans l'expérience en disant, s'il y a une chose qui me plaît vraiment pas, je n'ai pas de problème à leur dire non. Et c'était une bonne expérience. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Il y avait le côté carrière, il y avait le côté professionnel. Et la troisième chose, c'était juste, j'aime bien le challenge et j'ai pris des risques. J'ai fait un numéro super difficile. J'ai fait un numéro qui n'est pas nécessairement adapté à la télévision, mais j'ai fait un choix qui, à mon avis, pourrait être utile pour tout le monde. Donc, ce que je vais dire, j'espère que tu peux le laisser dans la lutte. J'ai choisi de faire un numéro silencieux, avec de la musique. Et comme vous voyez, une de mes plus grandes forces,
c'est les mots. Je suis quand même polyglotte, je parle 5 langues, j'aime bien les mots, je peux faire des choses très poétiques. Et j'ai choisi de faire un numéro silencieux avec de la musique pour 2 raisons. Premièrement, je voulais que s'ils m'acceptent, s'ils aiment bien, si vous allez bien aimer, que j'ai encore un super pouvoir caché pour le prochain round. Donc oui, je pourrais faire des tours de magie encore plus forts, mais c'est ma personnalité qui est vraiment le point fort. Et donc je me suis dit, cache un peu ta personnalité pour que si tu avances, tu as un as dans ta manche, les mots. Donc ça, c'était une chose. La deuxième chose, si vous écoutez bien, ça peut être très, très utile pour tous ceux qui pensent de faire la France en incroyable talent, c'est que quand tu fais un numéro silencieux ou avec de la musique, tous les autres Got Talent, Romania's Got Talent, Italia's Got Talent, Spain's Got Talent, Britain's Got Talent, peuvent t'engager tout de suite parce que c'est un numéro universel. Les mots en français sont limités au Québec, à la France, ou peut-être au Sénégal, mais en gros, c'est plus limitant. Mais si vous faites un numéro silencieux ou avec de la musique ou avec de l'humour physique et pas parlé, c'est plus universel et ça peut ouvrir des portes à des autres expériences. Donc c'était un choix stratégique. Tout était prémédité en fait. J'ai eu tellement de temps pour préméditer et si je devais décrire mon expérience chez Got Talent en un mot, personnellement, de mon côté, je dirais courageux. Parce que on n'est pas censé, en anglais, on est toot your own horn, on n'est pas censé parler bien de nous-mêmes, mais je suis content du courage et aussi du courage avec lequel j'ai reçu la réponse. Vous verrez. Et du côté français, du côté de la prod, je dirais que l'expérience était propre. C'était une bonne expérience et je la conseille aux autres. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes sur les backstage, comment s'est passé en fait la création de ton numéro, etc. Parce que moi, c'est vrai que ça m'intéresse énormément aussi de savoir, ok, je vais faire un numéro en musique, donc déjà ça, tu nous as expliqué pourquoi. Du coup, ça, c'était un choix en fait. Mais pour faire une routine, attends, t'as dû en faire plein. Donc, Ouais, premièrement, il faut que je remercie Valentin Danville et Jonas Debrune, qui sont mes 2 amis que j'ai choisis comme consultants pour qu'ils viennent avec moi. Donc, c'est clair. Merci les gars. Merci. Donc, écoute, j'ai fait des choix étranges, pas évidents. J'ai fait un numéro que je maîtrise. C'est un numéro avec de l'eau. Donc, je maîtrise ce numéro, mais il fallait que je trouve une chanson. Et j'ai eu 7 mois pour trouver la chanson. La prod a essayé de m'aider. J'ai pas trouvé la chanson jusqu'à 15 jours, 10 jours avant les tournages. Et ça, déjà, c'était un choix. J'ai cherché pendant longtemps, mais moi, je suis très musical. C'est super important pour moi de choisir de la bonne musique qui me met en valeur. Donc, ça, c'était déjà difficile. Du coup, c'est un peu des... Enfin, si c'est des musiques libres de droit, tu vois, je sais pas si ça peut passer à la télé, si. C'était pas des musiques libres de droit. J'ai envoyé la chanson. Le moment que je l'ai trouvée, j'ai écouté tellement de musique. J'ai envoyé en disant, est-ce que je peux utiliser cette chanson? Ils m'ont dit tout de suite, oui, on te confirme, tu peux l'utiliser, on va payer pour les droits, nanana. Donc, ça, c'était bien. Okay. La chanson est belle et brève. Il y avait beaucoup de variété. Donc, c'est pas juste un numéro où je peux ajouter la chanson et dire très bien, je fais le même numéro. Non. Il faut adapter chaque mouvement au moment dans la chanson. Donc, ça, c'était un risque. Clément Blouin, mon cher ami, on était avec lui 3-4 heures après son passage. Et il m'a dit, Poto, moi, j'ai fait un numéro que j'ai fait 10 000 fois. Et moi, je n'ai pas fait un numéro que j'ai fait 10 000 fois. J'ai fait un numéro que j'ai fait peut-être 1000 fois, très bien, mais pas avec cette chanson. Et pas aussi court. Donc, ça, c'était un choix. Un autre choix, des petites anecdotes, c'est que la semaine avant mon tournage, c'était une des semaines les plus intenses de ma vie. J'ai fait 6 pays en 10 jours. 6 pays? 6 pays en 10 jours. J'ai fait 4 spectacles. J'ai fait la réunion des 10 ans de mon école au Pays de Galles.
J'ai fait un spectacle à Milan. Je suis retourné dans les Pouilles, où j'habite en Italie, pour faire mon anniversaire. En moins de 24 heures, on a fait une fête surprise. Je suis allé en France. Waouh, 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 c'était vraiment... 6 pays en 10 jours, c'est beaucoup, les amis. C'est incroyable. Et donc, Tu voyageais beaucoup. je me suis dit, comment je vais m'en sortir vivant? Parce que je venais de trouver la chanson, j'avais tellement de pays, je ne pouvais pas vraiment pratiquer. Donc, je me suis dit, j'ai confiance en mon habilité, je connais ce numéro, je gère et j'ai maîtrisé le numéro, c'est juste qu'il faut que je l'adapte à la musique. D'un spectacle à l'autre, on a fait un spectacle avec Stéphane Léchon, Franck Truong et Robin Gaillard, salut les amis, pour en Suisse, à Crans-Montana, pour un bon spectacle très déluxe. Mais ce spectacle nécessitait autant de travail que mon numéro. Donc, je me suis dit, comment je vais survivre? Et j'ai vraiment vécu la philosophie de un jour à la fois. Aujourd'hui, tu te concentres totalement sur ça. Demain, tu te concentres totalement sur ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de visualisation. Parce que comme j'ai dit, le côté technique, je maîtrisais. Mais c'était la musique qui était chaude. Ok. Le jour avant, donc c'était le 6 ou le 7 juillet, j'ai rencontré Jonas et Valentin, mes consultants, et il pleuvait à Paris. Donc on ne pouvait pas vraiment travailler le numéro de la même manière qu'on voulait. On était dans un appart, et donc on a travaillé le numéro dans l'appartement. Mais j'ai tellement de choses à dire, je veux que ça soit clair et condense. Je veux tenir quand même des surprises pour que quand vous voyez le numéro, il y ait quand même des surprises. On a pas mal travaillé le numéro. J'ai dit, les gars, j'ai le numéro, j'ai la musique, je l'ai pas mal travaillé, mais il y a 2 éléments qu'il faut vraiment que je travaille, qu'il faut qu'on résoute ça. Donc, on a passé, je sais pas, 6 ou 8 heures à travailler sur le numéro. Ouais. Alors, je peux aussi vous parler de mes erreurs. Je pense que j'ai fait une grande erreur. Alors déjà, moi, j'ai trop hâte de voir le numéro. Ouais, ça s'est bien passé, vous verrez, ça s'est bien passé. Mais j'ai fait une grande erreur et apprenez de mes erreurs. Alors, je pense que ceux qui écoutent déjà l'ont comprise. Mais l'erreur, c'était pas de choisir un numéro difficile et avec la musique. Ça, c'était pas une erreur, c'était un choix. Et j'ai dû m'adapter à l'intensité de la semaine précédente. L'erreur, c'est que j'étais ouvert et flexible à changer de numéro jusqu'à 1 heure avant d'aller sur scène. En fait, une de mes forces en tant que magicien côté magique, c'est que je suis très très bon au flow. Je peux m'adapter très rapidement. Je rentre dans un endroit, je dis ok, le contexte ne me permet pas de faire certains tours, donc je vais m'adapter. L'adaptabilité est vraiment une des choses qui sépare le magicien professionnel à l'amateur. Parce que si tu as un plan et tu rentres dans l'environnement et tu dis ah ouais, je peux pas faire parce que la lumière est là, parce que l'auteur, il faut savoir s'adapter. Donc je suis rentré en disant je vais être hyper adaptable. Je pense que j'étais presque un peu trop adaptable. Donc ça, c'était peut-être mon erreur. Des autres anecdotes. Une petite anecdote. La prod voulait me mettre en valeur. Donc vous verrez, j'ai présenté un personnage très spécifique. Un personnage qui n'est pas comme les personnages de la plupart des magiciens. C'est vraiment moi ou une version de moi. Mais à un certain moment, ils m'ont dit « Ouais, on veut un shot de toi en train de méditer et de faire du yoga. » Et là, je me suis dit « Écoutez-moi, non. » Et j'ai bien apprécié qu'ils m'ont regardé, ils ont dit « Si c'est non, pas de problème. » Donc, il faut savoir dire non. Ça, c'est ma ligne, c'est ma barrière, non. En tant qu'artiste, le moment qu'on signe un contrat, nos non deviennent de moins en moins forts. Donc, il faut faire attention au contrat. Comme je dis, j'ai dit non à Italia's Got Talent à cause d'un très mauvais contrat et aussi à cause d'une mauvaise relation humaine. Mais la relation humaine était très bonne. Et voilà, je m'arrête un peu, mais n'ayez pas peur de dire non. Et soyez adaptable à dire oui, parce que you don't want to be a pain in the ass. Tu ne voulais pas être difficile. Tommy Wonder, où es-tu? Là, Tommy Wonder était un magicien extraordinaire, un maître. Mais il y a beaucoup d'histoires
de lui, quand il faisait de la télé, était vraiment difficile. Il était compliqué. Et ils l'ont invité de moins en moins à faire de la télé. Donc, il faut savoir cet équilibre entre non et oui, bien sûr. Peut-être une question qui pourrait être intéressante. Je te demande la même chose. Tiens, je te demande avant la question, après je pourrais répondre de ma manière. Qu'est-ce que tu veux pour le futur de la magie? Qu'est-ce que tu... Voilà, le futur du magicien. Plus spécifique. Le rôle du magicien dans le monde. C'est trop dur. Moi, je me suis jamais posé la question pour tout le monde, tu vois. Mais si je devais choisir un rôle que moi, par exemple, je voudrais avoir plus tard, en fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir, en fait, tu vois. J'ai toujours voulu aller quelque part et pendant l'espace d'un instant, faire rêver les gens et qu'ils oublient un peu leur vie quotidienne un peu difficile. Et pendant peut-être 5 minutes, mon rêve à moi, ce serait vraiment de les embarquer dans un numéro et qu'ils soient tellement concentrés qu'ils oublient le reste autour d'eux. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement, je trouverais ça trop stylé. Parce que tu te dis, ok, j'ai réussi à rendre cette personne heureuse, même si c'est pour l'espace d'un instant, et ben au moins j'ai réussi quoi. Parce que c'est pas toujours facile. Et toi? En ce moment, je n'essaye pas d'éloigner les gens de la vie de tous les jours. J'essaie de les rapprocher à leur vie intérieure. Ok. Dans mon spectacle, dans mes expériences, il y a un moment où certaines personnes en public pardonnent leur maman de manière profonde. Donc ça, c'est pas les éloigner du monde, c'est de les rapprocher. Ce que je vois dans mon travail maintenant, c'est que je veux vraiment aider avec l'éducation. Et donc, pour moi, ça devient de plus en plus important de prendre le rôle d'éducateur. Mais pas genre, ça c'est la vérité, ça c'est pas vrai. Mais si je fais un tour de magie avec le sel, je te donne un exemple. Le tour de magie où tu prends du sel, tu fais tomber du sel dans ta main, tu fermes ta main, et là tu fais apparaître une pièce dans le sel. Okay? Giovanni Livera, c'est une belle version. Bah, moi je peux dire par exemple, du sel. Pour les légionnaires romains, le sel était une forme de paiement. Ils étaient payés en sel. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le salaire. Et là, je sors une pièce d'or du sel. Donc, juste avec une phrase ou deux phrases, je peux donner plus de contexte et de signification à un effet magique. Et au même temps, leur apprendre quelque chose d'intéressant. Ah, c'est là que vient le mot salaire. Donc, ça, c'est une chose. Personnellement, je veux aider à éduquer mon public, pas seulement dans la beauté et la grandeur de la magie, mais aussi dans les choses de tous les jours. L'autre chose, à mon avis, le rôle du magicien dans le monde d'aujourd'hui est en train de changer. Je crois vraiment que maintenant, on a vraiment un rôle de entertainer. Et je pense que, comme disait Eugene Burger, the shaman became the showman, and the showman is becoming the superstar. Donc, j'aime bien les petits tours de magie. Je trouve on adore les tours de magie. Mais je pense que le magicien doit éduquer le public. Certains magiciens doivent éduquer le public au pouvoir de la magie. Un simple tour de carte peut être super puissant s'il est présenté bien. Donc, ce que j'aimerais bien voir dans la magie, c'est de plus en plus de respect pour la magie et de ne pas utiliser la magie comme un outil pour améliorer la perception de moi. Ok. Tiens, moi je suis un homme puissant parce que je peux faire des tours de magie super forts. Non, j'aimerais que le magicien soit au service de la magie et pas la magie au service du magicien. Je trouve ça super haut. J'avais jamais vu les choses comme ça. C'est grave bien parce que même donc la dernière fois à chaque fois qu'on s'appelle, on s'appelle pas souvent, et bah dès qu'on raccroche, j'arrête pas de me poser des centaines de questions dans ma tête. Et du coup les gens autour de moi ils me font mais qu'est-ce que tu fais Clarisse? Et moi je suis comme ça.
je, je réfléchis à toute la conversation qu'on vient d'avoir. Bah là, on l'a filmé, donc Donc là, on a filmé. Là, j'avoue. Mais je pense que les gens qui regardent cette interview vont être un peu comme moi. Ils vont arrêter l'ordinateur, ils vont faire Pouah. Ils vont vraiment apprendre énormément de choses. premièrement, j'aimerais remercier les French Twins, mes amis. On a vécu beaucoup de choses ensemble et on est toujours là. Euh, Même si on s'écoute pas, on se parle pas depuis des mois, je sais que je peux appeler Jordan ou Tony et on est là. Donc merci aux French Twins. Ils ont été très patients avec moi et parfois moi avec eux. Donc merci aux French Twins. Merci à Damien Vapro et Jean-Marc qui ont créé Magic Dream, Johan, Guillaume, Max. Merci à Guillaume Barbier. Merci à plusieurs personnes. Merci Clarisse pour cette expérience. Mais je veux vraiment, s'il y a quelque chose que j'aimerais que ça, qu'il soit clair dans cette conversation, c'est que mon respect, mon appréciation pour la magie est vraiment profonde. Et c'est surtout les magiciens du présent et du passé que je respecte. Ça se voit en tout cas. On parle de livres. J'aime bien les livres. Je n'ai pas lu de livre de magie jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Ah Ça ouais? faisait 2 ans. Ouais, ouais, je lisais à peine. Donc, personnellement, ça, c'est un de mes livres préférés. Alors, c'est évident, mais introuvable. Mais ce livre s'appelle Mystery School. J'allais dire, je ne connais pas du tout. Ouais, non, c'est pas un livre du tout connu. Et j'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un livre avec beaucoup de tours de magie super profonds. C'est pas des petits tours, il y a aussi des petits tours. Il y a des essais super forts, par exemple Ormond McGill, How to Create Miracles. Ouf, David Alman. Ça, c'est un livre super avancé. Je le conseille fortement, si vous pouvez le trouver. Mystery School. Un. De Eugene Burger, du coup. Eugene Burger. Ça, c'est un petit livret qui est vraiment surprenant. Explicit Content, Sean Fields. C'est un petit livret sur le metal bending et sur la magie élémentale, comment manipuler l'eau, comment plusieurs techniques de metal bending. Ça, c'est un petit bijou, pas du tout connu. Explicit Content. Je vous conseille fortement. C'est un livre que j'ai pas totalement lu, mais si vous aimez la philosophie de la magie, Magic in Mind, Joshua J, disponible gratuitement chez Vanishing Inc. en PDF. Designing Miracles d'Harry Ortiz. Voilà, une seconde. Un dernier livre. Je pense qu'il te faudrait, tu sais, il te faudrait les échelles, là, comme dans les bibliothèques qui font. Ouais, c'est vrai. Bientôt. Une seconde. Sois patiente avec moi. Si vous aimez des tours de magie, si vous voulez vraiment des bons tours de magie, Simply Harky de David Harky a des idées super originelles. Ça, c'est un livre avec des idées vraiment créatives et originelles. Et finalement, si je pouvais seulement avoir un livre de magie, bah écoutez, moi j'aime bien Eugene Burger. Si vous êtes intéressé par ma philosophie et tout, je pense que ça c'est un très bon endroit où commencer. Disponible chez Magic Dream, Mastering the Art of Magic by Eugene Burger. Il y a beaucoup de tours de magie là-dedans. Il y a un livre qui s'appelle The Secrets of Restaurant Magic là-dedans. Intimate Power. Il y a beaucoup de tours de magie, beaucoup de philosophie très claire. Je le conseille fortement. C'est le livre le plus approchable de Eugene Burger. Mastering the Art of Magic. Incroyable. Tu sais que tous les livres que tu as présentés là, je les connais pas du tout en plus. Ah bah, j'ai essayé de vous donner des livres pas connus. Ça, c'est un autre livre que j'aime beaucoup. Désolé, hein. T'inquiète, t'inquiète. Gift Magic, Lawrence Haas. Euh, je vais contribuer des tours à la prochaine édition. L'idée, c'est que c'est des tours de magie qui laissent les gens avec des souvenirs impossibles. Ok. Donc, il y a beaucoup de magie avec des objets impossibles à la fin que vous pouvez tenir en souvenir. Sympa. Ah, ça, c'est certains tours que j'adore. Franchement, très stylé. Merci, Clarisse. Et, merci à toi, Merci. Sacha, on se tient au courant.